Alors merci, merci. Donc je travaille effectivement à Paris et à Nancy, parce que je partage ma vie professionnelle entre les deux endroits où je fais des consultations et aussi des formations pour les soignants en hypnose et en thérapie brève. Et la figure imposée qui m'a été donnée pour cette journée, d'ailleurs je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir donné la parole. Et d'ailleurs, avant même de commencer, je remercie aussi Antoine Garnier, qui n'est pas dans la salle, et Julien Bedbez, qui est dans la salle, qui sont des inspirateurs aussi pour moi, qui ont nourri ma réflexion pour préparer cette intervention par les divers échanges que j'ai eus avec eux. La figure imposée qu'on m'a demandé, c'est la question du futur de l'hypnose. Ce n'est pas une question simple, parce qu'elle peut être comprise à plusieurs niveaux. Je me suis rendu compte qu'en allant chercher dans le passé, on pouvait avoir une idée de ce qui se passe dans le présent et de comment ça va orienter le futur. Donc je suis ravi des interventions qu'il y a eu ce matin. Je m'aperçois que dans la continuité, c'est une très bonne chose. Cette intervention va être peut-être, j'espère, reprendre certains éléments et peut-être, j'espère, les compléter pour donner une vision de ce qui peut se passer pour la suite. Alors, l'historiographie officielle de l'hypnose, qui a déjà commencé à être bousculée un petit peu depuis ce matin et qu'on interroge, on tourne un petit peu autour de cette période du début du XXe siècle et de ses principaux protagonistes. L'histoire officielle, effectivement, c'est Charcot qui défend une vision pathologique de l'hypnose, pathognomonique caractéristique de l'hystérie, et Bernheim une vision plus physiologique, thérapeutique, centrée sur la suggestion, que Bernheim a globalement plutôt raison dans sa vision physiologique et thérapeutique que la vision pathologique et hystérique, même s'il en fait un peu trop sur la suggestion, mais globalement l'histoire lui donne raison, et puis que la psychanalyse naît de l'hypnose, puis s'en éloigne, voire l'interdit pour Lacan, qui l'a interdit à ses élèves, et son succès à cette psychanalyse fait presque oublier l'hypnose, et elle renaît grâce à Erickson, qui la modernise, qui la rend plus indirecte, qui en fait une thérapie centrée sur les ressources et compétences. Ça, c'est l'histoire officielle, et dans tout ça, il y a peut-être quelques précisions à faire, quelques nuances à apporter, voire 2-3 éléments à bousculer, qui permettront de voir que, à mon sens, c'est le fond de mon propos, le débat de l'époque a une certaine symétrie avec des choses qui se passent aujourd'hui et qui ne cesseront pas de se passer par la suite si on n'y fait pas attention. Déjà, la première chose que je voudrais dire, de façon un peu provocatrice, mais pas complètement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'école de Nancy. Il n'y a pas eu d'école de Nancy. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je recommande cette pépite d'article qui s'appelle « Nouveau regard sur l'école hypnologique de Nancy à partir d'archives inédites » d'un historien qui s'appelle Alexandre Klein. L'article est disponible librement sur Internet, sur le site des archives ouvertes. Et ça vaut vraiment le détour, justement. Et ça a été très bien introduit ce matin. Ça remet un petit peu l'histoire en perspective et la façon dont Bernheim et Liébaud se sont contactés. Et non, il n'y a pas vraiment d'école de Nancy parce que les 4 principaux protagonistes, Bernheim, Liégeois, Bonis, Liébaud, ils n'ont quasiment rien en commun, ils sont d'accord sur quasi rien. Et Bonis lui-même, dans ses mémoires, le souligne bien. En effet, il n'y a pas eu d'école de Nancy à proprement parler, dit-il, car le mot école implique un corps... excusez-moi, je vois mal l'écran depuis là où je suis, je vais le rapprocher. Un corps de doctrine cohérent et coordonné dans lequel tout se tient en collectivité. Enfin bref, vous pouvez lire. Liébaud, Bernheim, Liégeois et moi, nous nous accordions que sur 2 points, une négation et une affirmation. La négation, la non-réalité des phénomènes observés par Charcot et décrits par l'école de la Salpêtrière. Ces phénomènes n'étaient pour nous que dus à des suggestions inconscientes. Et une affirmation, la puissance de la suggestion et son emploi en thérapeutique. Mais à part sur cette idée-là, ils sont d'accord sur rien. On pourrait dire qu'il n'y a pas d'école de Nancy, il y a une école de la suggestion. Il y a une école désunie. On pourrait dire, et c'est ce que dit Alexandre Klein, c'est qu'à la limite, il y a une école de Liébaud. Ils sont à peu près d'accord que Liébaud a raison de mettre au centre la suggestion. Il n'y a pas vraiment d'école de Nancy, il n'y a pas un corps organisé de pensée. Et que la vraie cheville ouvrière scientifique, c'est vraiment Liébaud et Bonis, les 2 passionnés. Liégeois est plutôt dans la préoccupation juridique, et Bernheim est dans la préoccupation publicitaire. Il veut faire connaître ça, ce qui ne nie en rien tous les travaux qu'il a fait et que les autres respectent beaucoup. Mais les vrais penseurs de tout ça, c'est quand même Liébaud et Bonis. Voilà, encore une citation du même historien. Loin d'être une école à proprement parler, l'école hypnologique de Nancy se révèle être une association précaire et peu unifiée de chercheurs visant chacun leurs intérêts propres. D'accord ? Elle se dévoile ainsi comme un mythe sciemment constitué sous l'influence de Bernheim. Bien sûr, ce n'est pas une affirmation gratuite, elle est très étayée et argumentée dans l'article. Pourquoi ?
Pourquoi Bernheim crée ce mythe? Pourquoi c'est lui qui se retrouve à la tête de ce qu'il appelle cette école? D'abord parce que Liébaud n'a rien d'un chef d'école. Liébaud est un médecin de campagne passionné par ses patients qu'il soigne la plupart du temps gratuitement, dans un grand dénuement. Il croit à ce qu'il fait, il croit que ça marche, il aime les gens, il les soigne. C'est une caricature de médecin généraliste de campagne dévoué. Il n'a rien d'un chef d'école. Bernheim, il a l'autorité, il a la fonction, l'expérience. Il a le titre de professeur. Et Nancy, on l'a dit ce matin, c'est le dernier bastion de l'orgueil français. Nancy est à quelques kilomètres de la fac de Strasbourg. Elle a été ouverte pour accueillir les professeurs. Et c'est une demande nationale que Nancy brille, que Nancy soit un fleuron scientifique. Et Bernheim voit une opportunité dans l'hypnose de briller. Pourquoi il voit une opportunité de briller, de faire briller Nancy? Parce que c'est s'opposer au maître, c'est s'opposer à Charcot, dont il a été l'élève. C'est une excellente occasion de faire parler de soi que de s'opposer aux vaches sacrées, n'est-ce pas? Et ça renforce un mythe positiviste de la victoire de la science et de la méthode expérimentale. On est dans une époque de scientisme. Je rappelle, on est à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Bernheim a participé à une autre controverse parmi les médecins entre ceux qui croyaient beaucoup aux examens complémentaires qui étaient naissants et ceux qui croyaient à la clinique au lit du malade. Certains disaient un jour, les examens biologiques, radiologiques qui sont en train de naître vont remplacer la clinique. Et Bernheim était dans le camp des cliniciens. Il disait non, non, on ne remplacera jamais le contact avec le patient et la clinique. Ça doit rappeler quelque chose aux médecins, c'est un débat qui existe encore. Hein. Et puis l'hypnose, ça s'est arrêté. À un moment, ça a chuté. Et souvent, on accuse la méchante psychanalyse et Freud d'avoir fait chuter l'hypnose, parce qu'il a eu tellement de succès qu'il a fait oublier les autres. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En vérité, ça s'est arrêté même avant que l'hypnose soit hégémonique. Écoutons Janet, un des grands noms de l'hypnose, peut-être le plus grand. Janet, il écrit ça en 1919. Nous pensions que les applications de l'hypnotisme n'étaient qu'à leur début, qu'elles se transformeraient peu à peu en devenant plus scientifiques, et nous avions l'illusion de travailler à quelque chose d'imparfait sans doute, mais de jeune et de très durable. Un événement survint que ni les guérisseurs ni les psychologues n'avaient prévu, on sait à qui il fait allusion, hein. C'est que l'hypnotiste n'eut pas le temps de se transformer, c'est qu'il mourut très rapidement et qu'il disparut complètement. Après la mort de Charcot en 1892, il semblait que la doctrine rivale, donc celle de Bernheim, de la sienne devait se développer énormément. Il n'en fut rien, elle resta quelques années stationnaire, puis elle déclina très rapidement. Il était tout naturel qu'à la Salpêtrière, on renonçât à des études qui avaient si mal réussi. Et après, il est à la Salpêtrière, hein, lui. Hein. Et après la mort de Charcot, j'étais à peu près le seul à m'y intéresser encore. Mais ce qui était plus étonnant, c'est que dans tous les autres milieux médicaux, il en fut de même. On ne niait pas l'hypnotisme, on ne mettait pas en doute la puissance reconnue de la suggestion. On n'en parlait plus. Voilà tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la phrase de Corneille, hein, le combat cessa faute de combattants. Là, c'est l'inverse. Les combattants cessèrent faute de combat. Les trois grands protagonistes ont contribué à ce qu'il n'y ait plus de cause pour laquelle se battre. Bon, on connaît l'histoire de Charcot. Vous avez vu déjà ce tableau qui est en arrière-fond de mon diaporama avec Blanche Whitman qui tombe dans les bras de Babinski, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à l'époque? L'hypnose a ces composantes-là, d'accord? L'hypnose est un état de conscience particulier, qui ressemble à une espèce de sommeil particulier, d'accord? Qui tire sa forme et sa force, notamment thérapeutique, des processus de suggestion. Voilà, une petite phrase un peu consensuelle. 3 éléments que j'ai mis en gras. État de conscience, thérapeutique, suggestion. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit à l'époque? C'est que chez les sujets pour lesquels l'hypnose est la plus spectaculaire, chez lesquels on obtient des phénomènes hypnotiques les plus incroyables, eh bien ça ne suffit pas pour développer de l'autonomie. C'est-à-dire ça crée des guérisons précaires, ça crée des guérisons fragiles, ça crée des phénomènes relationnels parfois même gênants. Donc c'est tous ces patients qu'aujourd'hui on qualifierait effectivement globalement de gens qui ont des troubles de l'attachement. Hein, borderline, état limite, etc., polytraumatisme complexe. Chez ces personnes-là, ça ne marche pas tellement bien. Réponse du premier... Alors, regardez même la petite phrase de... J'ai mis une petite phrase de Liébaud, elle est écrite en petit, alors je vais vous la lire. Les meilleurs dormeurs, ça c'est-à-dire, dans le langage de Liébaud, les meilleurs dormeurs, c'est ceux qui entrent le mieux en hypnose. Les meilleurs dormeurs, les plus lucides, puisque c'est un sommeil lucide, donc les plus somnambules, ceux qui obéissent aux suggestions. Leur attention devenue inerte par son accumulation a fini par perdre de son ressort. Et de plus, comme ils sont isolés presque de tous leurs sens et de toutes leurs facultés, ce qu'ils gagnent par cela même en profondeur de pensée, puisque c'est plus intense, d'accord, ils le perdent en étendue, c'est-à-dire en liberté. Plus ils sont en hypnose, moins ils sont libres. Et donc finalement, ceux qui sont les meilleurs sujets en termes de phénomènes hypnotiques, qui développent des phénomènes hypnotiques incroyables, ne sont pas les meilleurs en termes de guérison. Ça ne marche pas bien.
Réponse de Charcot, enlevons la dimension thérapeutique. L'hypnose est une science expérimentale, c'est une psychologie expérimentale qui permet d'étudier la névrose. Réponse de Freud. Moi aussi, j'ai mis cette photo de Freud jeune, parce que ça correspond plus à l'époque, et puis je le trouve beaucoup plus beau que quand il est vieux avec son cigare. Il est beau gosse, non? Pas mal. C'est comme si un jour vous faites un exposé sur Einstein, je ne sais pas si vous aurez l'occasion, mais arrêtez avec cette photo où il tire la langue. La photo, il est jeune, il est avec sa petite moustache, il est beaucoup plus beau. Donc, réponse de Freud, c'est différent. Donc, voilà, le problème de Freud, c'est que... Non, parce que, en fait, mon propos, c'est pourquoi l'hypnose est tombée à ce moment-là? Parce que les gens se sont cognés sur un problème qui s'appelle l'influence de l'opérateur sur le sujet. C'est ça qui les gêne. Charcot, ça ne le gêne pas, puisqu'il étudie les gens. Donc il a de l'influence, c'est un sujet d'expérimentation. Mais en face, il a des thérapeutes. Freud, c'est un thérapeute. Bernheim, c'est un thérapeute. C'est des gens qui sont avec des malades. Eux, ça les embête d'avoir une influence sur leur sujet. C'est presque une préoccupation éthique. Donc attention que la suggestion ne devienne pas suggestion. Attention à l'influence de l'opérateur. Attention à cette espèce d'aliénation. Les symptômes des fameuses hystériques de l'époque sont influencés par la relation, sont influencés par la manière dont on les suggestionne, sont influencés par qui les suggestionne. Réponse de Freud, on enlève un autre élément. On enlève la suggestion. Et Freud classe sans regret les travaux sur l'hypnose de Nancy comme de Paris, d'ailleurs, dans les prémices historiques de son propre travail, et il diminue au maximum tout ce qui est suggestif. On diminue les échanges de paroles, on diminue les regards, on se met derrière, on suggestionne le moins possible. Et il est tellement obnubilé par l'influence de la suggestion qu'il fait même évoluer le concept d'hystérie finalement. L'hystérie pré-freudienne, en simplifiant, c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait les phénomènes dissociatifs. Les personnes qui produisent des mouvements ou des absences de mouvements, des sensations ou des absences de sensations, des comportements de façon non volontaire et dissociative. C'est plus fort que moi. Mais Freud est tellement intéressé par cette question de la relation et de la suggestion qu'il fait de l'hystérie quelque chose d'éminemment relationnel, en mettant toute cette dimension de séduction, cette dimension sexuelle, au point qu'elle prend le pas sur ce qu'était l'hystérie. On peut ne pas avoir de symptômes dissociatifs, de mouvements, d'absence de mouvements, de crise, etc., mais être quand même hystérique, pour Freud. Parce que ce qui compte, c'est le processus relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Réponse de Bernheim, c'est l'autre réponse, enlevons l'état. Vous voyez, Charcot, il dit enlevons la thérapie, Freud il dit enlevons la suggestion, et Bernheim dit enlevons l'état d'hypnose. Gardons que la suggestion comme thérapie. Ce qui compte, c'est que le message arrive. On dit souvent qu'ils étaient très directifs à l'époque. C'est pas vrai, hein. Il parle de suggestion allusive, Bernheim. Il parle des suggestions indirectes. Pour lui, l'important, c'est que le message arrive à destination. La subtilité de la communication, la subtilité de la suggestion qui va prendre corps chez le patient. C'est ça qui compte pour lui. Encore Bonis, que je cite parce que c'est chouette les mémoires de Bonis. Pour lui, il n'y a pas d'hypnotisme, il n'y a que de la suggestion. Et Bonis dit qu'il n'est pas d'accord. Pour moi, je crois qu'il y a autre chose que la suggestion et que la suggestion seule ne suffit pas à expliquer tous les phénomènes. Pour ma part, j'admets un état cérébral particulier dans lequel l'innervation cérébrale est profondément modifiée sans que l'on sache au juste quelle est cette modification. Qu'est-ce que c'est moderne? C'est actuel, hein? Donc ce qui compte, c'est que le message arrive. Et donc l'état de conscience, les phénomènes, les trucs comme ça spectaculaires, pour Bernheim, en gros, c'est un peu ringard. Ce qui compte, c'est de bien suggestionner les gens pour que ça aille dans le bon sens. Bernheim, ce moderne, regardez ça. La suggestion est-elle plus efficace? Là, ça va répondre à une des questions qui s'est posée ce matin. La suggestion est-elle plus efficace lorsqu'au lieu d'être faite à l'état de veille, elle est faite dans l'état dit hypnotique? Il pense que non, hein, vous allez voir. Nous avons vu que le cerveau dit hypnotisé n'obéit pas aveuglément à la suggestion impérative. Sans doute chez quelques-uns. Un certain degré de sommeil provoqué augmente peut-être l'efficacité de la suggestion parce qu'ils sont plus concentrés sur l'idée imposée, qu'ils contrôlent moins, et aussi parce qu'ils peuvent penser que la suggestion est infaillible dans cet état, ce qui est une suggestion. Il y croit de moins en moins à l'état. Il ne pense pas que l'état hypnotique est une valeur ajoutée. D'accord? Donc l'hypnose, c'est des comportements programmés conformes à des attentes. C'est la suggestion qui est thérapeutique, et ça ne veut pas dire que c'est grossier, c'est des fois très subtil, les suggestions de Bernheim. Et ce qui est subtil, c'est de les faire prendre corps chez le patient. Et il invente pour ça le mot psychothérapie, pour dire quand il suggestionne à l'état de veille, ça s'appelle de la psychothérapie pour lui. D'accord? Et quelque part, il est le précurseur de ceux qu'on appellera les non-étatistes en recherche,
qui pensait qu'il n'y avait pas d'état hypnotique, mais un jeu relationnel. Et quelque part, c'est peut-être un peu provocateur de dire ça, mais il n'était sûrement pas systémicien, il n'était sûrement pas solutionniste, mais je pense qu'il est le précurseur des systémiciens et des solutionnistes, en ce sens où ils disent la même chose, il y a de l'hypnose sans transe. Les systémiciens, Bateson et toute la bande, ont fondé leur pratique sur le fait qu'il y avait de l'hypnothérapie sans transe. On se débarrasse de la transe, on garde les phénomènes de communication et on fait de la thérapie. Bateson cite, et Václavic, toute la bande, citent Erickson toute la journée. Mais ils ne font pas d'hypnose formelle. Donc, quelque part, ils sont dans la même veine. Donc, ne pas négliger quand même Bernheim. Et donc, finalement, en résumé, l'hypnose aurait pu mourir par ceux qui y ont fait le berceau de leur carrière. Hypnose moins thérapie égale Charcot. Il met l'hypnose dans une impasse totale, d'en faire une névrose expérimentale, un état à observer, mais dont on ne peut rien faire. Hypnose moins état de conscience égale Bernheim. Il propose la disparition de l'hypnose au nom de la suggestion. Et hypnose moins suggestion égale Freud. Il veut viser la neutralité, la non-influence, et il pense l'autonomie du patient, et il la pense presque contre la relation. Et il se met à perlaborer les résistances, et notamment le transfert. Et donc l'hypnose, telle qu'on l'avait connue, devient soit théorique, soit inutile, soit même immorale ou dangereuse. Et voilà où nous en sommes. Et l'hypnose aurait pu mourir. Mais Zorro est arrivé. C'est pas Zorro, hein, mais presque. C'est Don Milton de la Vega. Milton Erickson a changé la donne. Et de façon intéressante, quand on se penche sur ses écrits, même les plus anciens, la transe et la suggestion sont indissociables. Par exemple, j'ai cité, c'est un papier vieux, ça c'est 1934. L'hypnotisme au état de suggestibilité, regardez, l'hypnotisme ou, une des millions de définitions de l'hypnose par Erickson, état de suggestibilité artificiellement amplifié avec sommeil apparent. Donc il y a l'état et il y a la suggestion. Et à la fois, quand on lit Erickson, contrairement à ce qu'on raconte parfois, il est très classique. Dans sa pratique, il est très proche de Janet, il fait des séances longues, il obtient des phénomènes hallucinants, il provoque des hallucinations hypnotiques, il fait de l'écriture automatique, il fait des phénomènes très impressionnants. Les hypnotiseurs de spectacle peuvent aller se rhabiller, il fait des trucs incroyables. Et en même temps, il est très moderne. Il commence à manier l'indirectivité, il commence à établir des stratégies innovantes. Il est sensible à l'idée de suggestion, c'est central. Il est sensible à l'idée de la transe. Pour lui, c'est important l'état de conscience. Il y croit vraiment. D'accord ? Et comment il a résolu le dilemme de l'influence ? Eh bien, mon maître Julien Bedbez se reconnaîtra, puisque je dis à sa suite que pour Erickson, c'est la relation qui mène à l'autonomie. Et l'autonomie n'est pas opposée à la relation. Et c'est ça qui réconcilie en fait la chose. C'est que, j'aime bien cette phrase d'Erickson, le thérapeute pèse de tout son poids pour obtenir un changement spontané. Voilà. C'est dans l'influence que nous faisons naître notre autonomie. Donc, avant Erickson, l'hypnose est puissante, mais c'est une emprise de l'opérateur sur un sujet docile. D'accord ? C'est une fausse guérison. Pour Erickson, et c'est là où c'est fort, il ne se débarrasse pas de l'influence, il ne nie pas l'influence, il l'assume. Mais il l'utilise temporairement et stratégiquement pour que le sujet puisse s'en défaire. Voire même des fois, il cherche à faire résister les patients aux suggestions. Ça, c'est innovant. Il leur apprend à résister à des suggestions quand ils pensent qu'elles ne sont pas bonnes pour eux. D'accord ? Donc l'opérateur influe pour que le sujet devienne autonome. Pour les amateurs, je renvoie aussi à un des plus grands penseurs de l'hypnose du XXe siècle, François Roustan, dans son livre La fin de la plainte. Ça, c'est au chapitre 10. En vrai, je ne le sais pas par cœur, c'est parce que j'ai préparé. Et c'est au chapitre 10, qui s'appelle « Si ce n'est moi qui provoque le changement », où il développe cette idée-là aussi, sans parler pour autant d'Erickson, mais il dit voilà, l'individualité a besoin d'injonctions pour se maintenir dans son indépendance. En fait, il se demande comment ça se fait que la guérison vient du patient, mais qu'il a besoin qu'on lui dise. C'est ça son grand questionnement qui est répondu de façon assez magistrale. Et donc, l'hypnose est une proposition d'hétéronomie pour que puisse éclore une autonomie vraie. Le thérapeute veut qu'une liberté surgisse, mais il se sait incapable de la produire. Il attend que son interlocuteur lui-même saute le pas, il le met en demeure de le faire, mais il se tient en retrait et admet son incapacité radicale à faire à la place de l'autre. C'est magnifique. On ne pourrait pas le dire mieux que François Roustan, je vous assure. Alors à la suite d'un auteur qui n'a rien à voir, Mark Twain, je dirais que l'histoire ne se répète pas, elle rime.
il est en train de se passer quelque chose qui est déterminant pour l'avenir de l'hypnose et qui est un peu du même ordre. Donc que s'est-il passé? Épisode 2. À la fin de la vie d'Erikson, Erikson change de style. Il s'amuse. Il essaye de faire de l'hypnose sans que ça se voie, il fait des suggestions indirectes, il raconte des histoires, il met les gens en transe sans les avoir prévenus qu'il les met en transe, et c'est à cette époque qu'il a plein d'élèves. Et plein d'élèves très babacool. On est dans les années 70, ils sont très influencés par le New Age, et ils aiment bien ce vieux bonhomme un peu bizarre qui leur dit que les gens ont des ressources et des capacités à changer. Et il crée des tas de nouvelles disciplines, dont la PNL, la sophrologie, c'est la mode de la relaxation, des méditations transcendantales. Et l'hypnose va subir cette influence, un peu au corps défendant d'Erikson, je crois. Des fois, il se défend contre Rossi. Et ces gens-là créent le mythe ericksonien. Et je pense notamment à Rossi, quand même, introduction des Collected Papers, donc des articles d'Erikson. Rossi qui dit « S'il, donc Erikson, a réussi à donner une nouvelle jeunesse à ce domaine, c'est sans doute parce qu'il a développé des techniques non autoritaires et indirectes de suggestion. » Alors, c'est très crime de lèse-majesté, et je ne suis pas d'accord avec Rossi. C'est pas parce qu'il a développé des techniques indirectes de suggestion, c'est parce qu'il a su utiliser les suggestions même directes. C'est parce qu'il a su en faire une technique relationnelle, pas parce qu'il a inventé l'indirectivité. Il a inventé l'adaptation en fait de la technique aux patients. Certains patients ont besoin de directivité et d'autres moins. C'est ça le génie d'Erikson, c'est pas de créer les suggestions indirectes. Mais Rossi, qui était aussi un peu babacool, il aimait cette idée, indirectivité, on ne fait pas grand-chose, on respecte, on laisse fleurir les ressources. Alors qu'Erikson est très autoritaire dans son style, du moins au début de sa carrière. Donc il y a eu cette espèce de mythe, et je crois qu'on s'est mis à négliger 80% de l'hypnose, au profit d'un truc qui ressemble plus tellement des fois à de l'hypnose, dans les mains de certains praticiens du moins, on essaye de faire autrement, mais qui ressemble à de la relaxation, qui ressemble à de la méditation, qui ressemble à de l'imagerie mentale, de l'imagination, et qui perd une bonne partie de l'hypnose, et notamment des processus de transformation intérieure qui sont induits par les suggestions. Et donc, il y a les deux mêmes voies. Bernheim était dans l'idée que tout ça, c'est de la communication de suggestion. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont aller en direction de l'hypnose, c'est de la communication pure. Pas besoin d'état de transe, pas besoin de transe profonde, pas besoin de suggestion. Il faut apprendre à communiquer. C'est vraiment l'héritage de la PNL un peu. Il faut communiquer, c'est des thérapies brèves. C'est des thérapies brèves, c'est des modèles. D'accord ? C'est des modèles, c'est de la communication. L'état de transe, finalement, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Et c'est le premier courant. Et je sais que c'est là-dessus qu'on m'attendait. Peut-être qu'on s'attendait à ce que je dise, moi qui enseigne beaucoup les thérapies brèves, qu'on me dise, Philippe Haïm, il va dire l'avenir, c'est les thérapies brèves. Oui, en partie, je ne me renie pas, j'enseigne beaucoup les thérapies brèves et je pense que l'hypnose, sans la modélisation des thérapies brèves, est pauvre. Avec la modélisation des thérapies brèves, que Erikson pratiquait sans vraiment la théoriser, elle est riche et puissante. D'accord ? Donc, la thérapie orientée solution, la thérapie narrative, la thérapie stratégique sont remarquables. Elles sont subtiles, elles sont efficaces, elles répondent à des vraies questions existentielles pour nous thérapeutes et aussi pour les patients. Mais potentiellement, c'est la fin de l'hypnose. S'il n'y a plus l'état de conscience, moi j'appelle plus ça de l'hypnose. Il n'y a plus l'état de conscience qui est quand même au cœur de l'hypnose. Et il y a un vrai risque d'aller dans cette direction-là. Je pense qu'il y a vraiment une amplification de ces phénomènes-là, de ces phénomènes de communication pure. Et il y a aussi un appel au classicisme. On sent bien, parmi les patients, parmi les soignants, qu'on a envie de revenir à l'hypnose à l'ancienne. On a envie de retrouver... Il y a beaucoup de demandes de refaire de l'hypnose profonde, de refaire de l'hypnose avec des phénomènes hypnotiques, de faire de l'hypnose qui a plus la gueule de l'hypnose, quoi, à l'ancienne. Il y a cette demande-là qui émerge et je pense qu'elle n'est pas si aberrante que ça, même quand elle vient des patients. Si elle fascine les patients, c'est peut-être pas par hasard. Et c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Je pense qu'instinctivement, les gens sentent bien que c'est quelque chose qui peut aider. Ça peut aider parce que pour moi, je ne sais pas pour vous, mais un grand nombre de demandes qu'on vient m'amener pourrait s'exprimer sous la forme de « c'est plus fort que moi ». Ben, ça tombe bien parce que l'hypnose avec des phénomènes, l'hypnose avec des suggestions, l'hypnose telle qu'on peut la pratiquer et telle que l'ont pratiqué des gens depuis très longtemps, elle parle le même langage que le symptôme. Elle dit « c'est ok, c'est plus fort que toi ». Et ce truc-là qui est plus fort que toi, on peut y accéder et on peut en faire quelque chose. D'accord ? Donc je pense que le choix du recours à l'hypnose de la part des patients et de la part des soignants est assez cohérent. Et je pense qu'on ne répond pas toujours à la demande. Si les gens disent « je voudrais faire de l'hypnose » et qu'on leur dit « non, en fait, on va parler, blablabla ». Ben non, ils voudraient faire de l'hypnose. Il y a une raison pour ça.
Et je pense que cette intuition des patients n'est pas incohérente et que ça parle... Parce que je crois vraiment, pour le constater, et mes collègues avec moi, qu'il y a une vraie valeur ajoutée à la transe hypnotique. Voilà. Les thérapies brèves font d'énormes choses, je les enseigne toute la journée, je les pratique. Très souvent, je ne fais pas de transe avec les patients, ça m'arrive et ça marche très bien. Mais dans certains cas, je pense notamment au trauma, je pense notamment aux phobies, on obtient des résultats incroyables, spectaculaires, durables, qu'il est très difficile de produire avec une autre approche. Et vraiment, là, donc je crois que la transe hypnotique a une vraie valeur ajoutée et qu'il faut savoir la travailler et la cultiver. Je vous aurais bien donné des exemples cliniques, mais le temps passe et j'ai encore 2-3 diapos. Mais vraiment, avec les phobies, les traumas, on a des résultats incroyables. Et alors, donc, s'il y a ces deux appels-là qui sont parallèles aux choses qui ont fait mourir l'hypnose ou qui ont failli la faire mourir la première fois, quelle va être la troisième voie? Eh bien, je pense que justement, une des troisièmes voies, j'en parlais en filigrane, c'est aussi les patients. Il ne faudrait pas, je pense, il y a d'autres théories et il y a d'autres thérapies, il y a d'autres courants de pensée qui sont morts, ou presque, de ne pas assez répondre aux demandes, de servir une doctrine plutôt qu'un usage, et de ne pas assez discuter avec les premiers concernés, je crois. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se mette à définir l'hypnose, nous, qui est dans des définitions de plus en plus floues, de plus en plus complexes. Qu'est-ce que c'est? De la conscience, pas de la conscience, de la méditation, pas de la méditation, est-ce qu'il y a des neurones, pas des neurones? Et on se met à avoir des définitions de plus en plus complexes et floues qu'on va décider entre experts, entre savants, sans tout à fait demander leur avis aux premiers concernés, je crois. On demande beaucoup de choses aux patients, hein, leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ils ont peut-être un avis sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent de l'hypnose et il y a des gens qui vivent l'hypnose. Et je crois qu'ils sont tout aussi importants les uns que les autres. Il y a des gens qui mettent leur cerveau à notre disposition pour que l'hypnose existe et qui en ont besoin et qui la réclament. Et il y a des gens qui répondent à cette demande en mobilisant quelques techniques hypnotiques. Alors, je pense que, voilà, c'est ce que je disais, hein, l'hypnose peut perdre sa valeur dans des définitions floues, et elle deviendrait alors une mode qui disparaîtra au profit d'autres modes. D'accord? Mais elle pourrait aussi montrer sa valeur ajoutée, et ça, moi je crois que ça viendra des gens, ça viendra du public, ça viendra de là. Ça viendra pas forcément des belles théories, ça viendra même pas forcément des grandes études cliniques avec des tas de statistiques, c'est aussi les gens qui formulent des demandes et toutes nos démarches répondent à une demande. C'est pas grossier que de dire ça, même la psychiatrie en elle-même répond à une demande et à un besoin de la société. C'est pas grossier que de dire ça. Et peut-être que c'est déjà le cas qu'elle montre sa valeur ajoutée. Pour ceux qui pratiquent l'hypnose depuis longtemps et ceux qui pratiquent l'hypnose depuis encore plus longtemps que moi, à un moment donné, l'hypnose c'était vraiment le dernier recours. Quand on avait tout essayé, y compris, comme dit un de mes collègues, sacrifier tous les animaux de la ferme. Aujourd'hui, c'est plus un dernier recours. Aujourd'hui, on vient demander de l'hypnose avant que ce soit un dernier recours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste un effet de médiatisation? Peut-être. Est-ce que ce ne serait pas aussi un effet que l'hypnose peut tirer son épingle du jeu et montrer sa valeur ajoutée dans certaines indications? Donc voilà, donc la démarche doit être au service du public et pas de notre propre doctrine. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Et il semble nécessaire d'entendre, donc pour résumer mon propos, à la fois un aspect de transhypnotique, qui est central et fondamental, à la fois un aspect suggestion, c'est-à-dire communication, thérapie, et à la fois un aspect service rendu et public concerné. Quand on essaye de tenir compte de tous ces aspects simultanément, ça crée des tensions en nous, ça crée des contradictions. D'accord? Et je crois que ce n'est pas une bonne idée de les résoudre. Parce que ceux qui les ont résolus de façon radicale, à mon avis, ont failli faire mourir l'hypnose. Moi, j'aimerais pas que l'hypnose meure quand je vois ce que ça amène aux gens avec qui on la pratique. Et je pense qu'il faut qu'on assume nos tensions et nos contradictions. Et je pourrais donner des tas d'exemples des tensions et des contradictions que ça amène à l'intérieur de nous-mêmes enseignants en hypnose quand on essaye de faire passer nos messages. On est des fois tenté d'aller plutôt vers une approche, plutôt vers une autre, qui sont de la même famille, qui disent un peu la même chose sans tout à fait le dire. Nous-mêmes, on est en tension quand à la fois on tient la transe profonde et les phénomènes hypnotiques, quand à la fois on tient la thérapie, la stratégie, quand à la fois on tient l'attention au patient. Tout ça, ça crée des tensions en nous-mêmes qu'il faut assumer. C'est compliqué, c'est contradictoire, mais je crois que la vie est un peu comme ça.
Et donc si l'hypnose, comme dit Julien Bedbez, c'est d'aller du monde de la survie vers le monde de la vie, ben, c'est normal que ce soit complexe, contradictoire, nuancé. Et voilà, c'était ma dernière diapo. Merci beaucoup de votre attention.